Salut à tous et bienvenue dans 100% avec No-chan, la critique de Escape Goat 2, The Place to Be et Retro and Magic sur Jackie Chan. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de cochon d'Inde parce qu'on parle pas assez d'eux. Non mais sérieux, faut rétablir un équilibre quand même. Mais d'abord, on va commencer par les news. Lassé par la vie mouvementée et dangereuse de pirates, vous avez envie de vous poser un petit peu, de prendre du recul et œuvrer pour une cause juste sans toutefois être prêt à passer dans le camp Oni des ninjas? Voyez la vie côté corsaire et piratez donc pour la juste cause grâce au Pirate Bay Bundle qui regroupe 101 jeux, tous indés et pour la plupart très obscurs, réunis par Steve Cook alias Mosh Boy. Entièrement gratuit et diffusé de manière légale, ce lot conséquent contient bien évidemment de tout, du bon comme du moins bon, du beau comme du moche, du vieux comme du plus récent. Chacun de ces éléments ayant bien souvent été développé en quelques jours, au détour d'un game jam ou d'un week-end peu chargé. Au détour la plus grande qualité de ce bundle finalement. Nous offrir la possibilité de piocher au petit bonheur la chance dans une mine de jeux étranges, sans savoir sur quoi on va pouvoir tomber. Alors piochez donc, qui sait? Vous pourriez même y découvrir votre nouveau développeur ou votre nouvelle développeuse indé préférée. On y trouve bien le square d'un certain Étienne Perrin. Tout à fait à sa place dans cette nouvelle vague de jeux d'aventure entièrement tournés vers l'exploration, Stranded pourrait être une variation parmi d'autres sur le thème assez en vogue de la solitude. Seulement, Stranded est magnifique, mais vraiment magnifique. Beaucoup trop en tous les cas pour passer inaperçu. Mais Stranded est intéressant aussi. En nous plaçant dans la peau d'un astronaute échoué sur une planète inconnue qu'il va explorer en attendant une mort certaine, le jeu ne nous oppose aucune énigme, aucun puzzle. Si ce n'est la planète elle-même et ses nombreux mystères, ou la manière de gérer le temps tout à fait particulière du titre. Stranded se révèle au fil des parties et au fil des heures. Il se révèle de lui-même quand on y revient après l'avoir un peu délaissé. Ainsi, des ruines finiront par apparaître derrière une porte qui était jusque-là restée définitivement fermée. Certains décors changeront plus ou moins fortement d'aspect à chaque nouvelle session de jeu. Et c'est très beau comme principe. Très habile également dans la manière que ça a de bousculer un peu la notion de solitude telle qu'elle est régulièrement utilisée dans le jeu vidéo. Assez pour faire de Stranded un jeu aussi seul que le cosmonaute qu'il nous propose d'incarner et aussi fascinant que les décors dans lesquels il le fait évoluer. Très nombreux sont les jeux à avoir placé la musique en leur centre, qu'elle y soit très concrète comme dans un Guitar Hero ou plus abstraite comme dans Rez. Mais peu d'entre eux l'ont utilisé à la manière du futur Fract OSC, qui se présente comme un jeu musical d'exploration ou peut-être plutôt comme un jeu d'exploration musicale. C'est un peu au choix. Le principe sera d'y explorer un grand monde ouvert très coloré et un peu rétro-futuriste sur les bords, qui a pour particularité d'être fait de son. Ainsi, en résolvant différents puzzles pour reconstruire ce monde aujourd'hui délabré, le joueur créera du même geste de la musique spontanément. Parfois un peu au hasard en déplaçant des blocs, parfois plus concrètement en touchant à différentes machines rappelant des synthétiseurs ou des séquenceurs. Ce faisant, ce même joueur participera donc activement à la composition de la bande originale du jeu, main dans la main avec l'artiste Moggy Grumbles, qui se charge en quelque sorte de fournir la matière première. Une bande originale qui pourra ensuite être partagée avec d'autres joueurs pour ne rien gâcher. Très intéressant par son principe même et plutôt sexy visuellement, Fract OSC devrait sortir dans le courant du mois d'avril. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que les cochons d'Inde s'appellent cochons d'Inde? Alors attention, d'Inde, c'est le pays, c'est pas l'animal qui fait glouglou. Quoique cette origine aurait pu expliquer bien des choses. Mais non, c'est d'Inde avec le sens de originaire d'Inde. Et pourtant, le cochon d'Inde n'a pas été découvert en Inde, mais en Amérique du Sud. Et à l'époque de Christophe Colomb, on pensait que l'Amérique du Sud, c'était les Indes. Et ensuite, pourquoi le mot cochon? Un cochon d'Inde, ça ressemble pas du tout à un cochon. Par contre, ça pousse des petits couinements et parfois des cris très stridents qui peuvent faire penser à ceux des cochons. Alors pour tout ce qui est otaku, vous demandez à No-chan. Pour tout ce qui est cochon d'Inde, vous me demandez. Salut les otak, c'est No-chan. Ou plutôt, devrais-je dire, Nono-chan. Eh oui, la supercherie a assez duré, je dois vous l'avouer. Nono-chan, c'est moi. Si, une perruque, la voix aiguë, et vous y voyez que du feu. Regardez. Salut bon otak. Poisson d'avril. Bon d'accord, ça marche pas. En plus avec une semaine de retard. Ouais mais aussi c'était pas mon tour de présenter la semaine dernière et j'étais super frustré. En tout cas, il n'y a pas qu'à No Life qu'on a sacrifié à la tradition. Blizzard, par exemple, a fait feu de tout bois avec plusieurs poissons. Le plus gros était l'annonce de Blizzard Outcast, la vengeance des vaincus. Un faux jeu de combat basé sur les personnages secondaires les plus pourris des jeux de l'éditeur. Et il y en a.
On y aurait retrouvé Deckard Cain, Gammon ou encore la femme de Mank Creek. Le tout aurait été accompagné d'un stick arcade à 32 boutons du plus bel effet, où l'on peut insérer sa carte bancaire afin de faire plus de dégâts. Mais ils ont aussi annoncé, dans World of Warcraft, des notes de patch complètement fantaisistes, ainsi qu'une refonte graphique des Draenei des plus douteuses. Ah, regardez-moi ce magnifique strabisme, ce double menton et surtout l'apparition de cette fourrure si gracieuse. Du côté de League of Legends, c'était la mise en place du mode URF. Ultra Rapid Fire. Ce mode complètement fou, disponible pour une semaine, permet aux joueurs de vivre des combats excitants puisque toutes les compétences ont leur temps de recharge diminué de 80%. Il y a déjà des fans qui militent pour que ça reste disponible à tout jamais. Au Japon également, la pêche a été prodigieuse. Sega a présenté sa nouvelle console portable, les Megane Drive. Oui, Megane en japonais, ça veut dire lunettes. Le casting du prochain film live de Rurouni Kenshin a subi un remaniement drastique. Le rôle principal est désormais confié à Kumamon, l'ours mascotte du département de Kumamoto. L'opérateur mobile Aiyu a dit vouloir lancer une série de fascicules hebdomadaires à collectionner pour construire petit à petit son smartphone. Seulement 10 ans de numéros à collectionner pour avoir un appareil fonctionnel. Avantageux! Yuasa Masaaki a jugé aussi opportun de sortir un trailer de sa nouvelle série Ping Pong, adaptée du manga de Matsumoto Taiyo. Mais la voix du nouveau personnage me semble familière. Ah bah oui, c'est bien la voix japonaise de Goku. Un clin d'œil sympa pour la chaîne Fuji TV, qui annonce ainsi également la nouvelle saison de Dragon Ball Z Kai. Et on termine avec Good Smile Company, chez qui on sait aussi s'amuser le 1er avril. Malitan et Kaotan ont posté sur leur blog la review d'une figurine à venir chez le fameux éditeur des Nendoroid. La Bass Time Collection, Swimsuit Girl Version à l'échelle 1/1. Wouh! Quel talent ils ont ces sculpteurs de chez Good Smile. On dirait vraiment une fille en maillot de bain. Et en plus, on peut la mettre dans la baignoire. Et là, avec un petit mécanisme caché dans le dos, elle éclabousse en envoyant de l'eau partout. La toujours bienveillante Kaotan nous prévient quand même de bien vérifier que la température soit inférieure à 40 degrés, sinon, je cite, le produit risque de fondre. Le seul inconvénient, c'est certainement la place que prend l'objet. C'est pas facile de le faire passer d'une pièce à l'autre. Ah, merci Good Smile pour ce petit moment de... des rêves. Sur ce, à bientôt les otaku. En japonais, cochon d'Inde, ça se dit Morumoto, à ne pas confondre avec Maramoto, qui lui désigne une marmotte. Personnellement, je vois plus de ressemblance entre une marmotte et un cochon d'Inde qu'entre un porc et un cochon d'Inde. Enfin, je suis pas vraiment bien placée pour parler de ressemblance zoologique parce que j'ai un cochon d'Inde chez moi. À la base, je l'avais appelé Sabulo, mais au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire 2 jours, il faisait des trucs tellement choupoupou que je me suis mise à l'appeler Choupinou, puis Bidou, et en ce moment c'est Biquette. Alors, je sais qu'il a rien à voir avec une biquette, mais j'utilise ce mot pour sa prononciation mignonne. Je sais bien que morphologiquement parlant, il n'y a rien à voir avec un bouc. Vous allez voir dans la critique de Escape Goat que non, ça n'a rien à voir. Le seul jeu indépendant en 2014 à ne pas être inspiré de Dark Souls et ne comprenant aucun élément issu du roguelike ni de contenu procédural. C'est ainsi que Ian Stoker présente sa dernière création sur le site officiel de son studio, Magical Time Bean. Escape Goat 2 est en effet un jeu de plateforme puzzle à l'apparence très classique. Des graphismes en 2D, un personnage à faire sauter de plateforme en plateforme et des énigmes à résoudre en utilisant les capacités de sa chèvre, puisque l'on contrôle une chèvre, et de son ami. En l'occurrence, une petite souris que l'on peut envoyer devant soi pour aller activer des mécanismes autrement inaccessibles. Comme le petit 2 suivant son nom l'indique, Escape Goat 2 est la suite du jeu Xena sorti en 2011, d'abord parmi les jeux indépendants de la Xbox 360, puis sur PC. Et là aussi on contrôlait une chèvre cherchant à s'échapper d'une prison truffée de pièges. Ses graphismes typés 8 bits, ses musiques aussi, composées par Ian lui-même, qui a débuté sa carrière dans le jeu vidéo en tant que musicien et sound designer, sans oublier la qualité de son level design, ont rapidement fait d'Escape Goat un joli succès.
Un tel succès que l'idée de voir ce que pourrait donner Escape Goat avec de nouveaux graphismes haute définition a vite pris du galon pour devenir une suite à part entière. Escape Goat 2 donc, qui fut finalisé à San Francisco dans les locaux de Double Fine à l'occasion de l'Indie Omega Jam organisé par Tim Schafer et son équipe. En compagnie d'autres développeurs indépendants travaillant sur des titres tels que Super Combo Man, le Dungeon Crawler 2D Aspire to the Gods ou le fameux Overgrowth et ses lapins ninja, Ian Stoker a relevé les objectifs de production fixés lors de cette jam pour finalement obtenir un contrat d'édition avec Double Fine. Escape Goat 2 reprend les bases gameplay de son prédécesseur. On contrôle donc une chèvre capable de réaliser un double saut, un dash avant susceptible d'exploser certains blocs, et surtout de faire appel à une immortelle petite souris que le joueur pourra projeter sur les murs et les plafonds. La souris tracera alors son propre chemin pour ouvrir des portes ou appuyer sur des boutons. Rapidement, des bonus temporaires font leur apparition, comme le chapeau magique ou la cape, qui permettent respectivement de se téléporter en lieu et place de la souris, ou de transformer le rongeur en une espèce de zébulon explosif que l'on peut projeter et contrôler à distance. Et il y en a d'autres encore, comme le marteau miniature ou l'autel qui permet à la souris de se multiplier. Toutes ces mécaniques s'entrecroisent rapidement pour répondre aux exigences d'un level design astucieux, s'appuyant sur une physique réaliste, avec des blocs qui prennent feu, d'autres dont on peut provoquer la chute, afin de créer des plateformes ou bloquer des arcs électriques. Très vite, chaque pouvoir de notre avatar bovidé révèle une ou deux astuces dont il faudra tirer parti pour espérer obtenir la ou les clés nécessaires à l'ouverture de la porte menant au niveau suivant. On peut ainsi poser la souris au sol afin qu'elle coince une porte à battant ou maintienne appuyé un bouton de pression. Tandis que le pouvoir de téléportation permet de détruire, lorsque la chèvre et la souris échangent leur position, les ennemis et certains blocs situés entre elles. Ce souci du détail contribue grandement à la réussite du titre. On pourra même jouer avec les ennemis afin de mettre à profit certaines de leurs capacités, comme le fait qu'ils lancent des boules de feu dès que vous êtes sur la même ligne horizontale qu'eux, ce qui permet par exemple de détruire des blocs gênants. Comme dans la plupart des jeux de plateforme puzzle, il est tout à fait possible de se retrouver coincé. Des réactions en chaîne peuvent ainsi modifier en profondeur l'agencement d'un niveau, obligeant le joueur à se déplacer rapidement et à anticiper certaines chutes de blocs afin d'atteindre la sortie. Si vous n'y parvenez pas, le bouton back de la manette Xbox 360, que l'on préférera au clavier, permet de relancer le niveau. La structure du jeu a également changé. Désormais plus ouverte, celle-ci permet aux joueurs de préférer un embranchement à un autre, une carte globale se dévoilant au fil de la progression. On pourra ainsi apercevoir des portes fermées dans certaines zones clés qui ne s'ouvriront qu'une fois le nombre d'âmes de moutons nécessaires récupérées. Ah oui, on ne l'avait pas précisé, mais l'objectif du joueur consiste en effet à libérer les âmes des moutons emprisonnés dans la forteresse de Toragos, dont personne jusque-là n'était parvenu à s'échapper. La présence de cette carte dynamique est très certainement un hommage, conscient ou non, au genre Metroidvania, Ian Stoker étant un fan absolu de Metroid. Celle-ci confère à Escape Goat 2 une très légère dimension exploration, qui n'est pas pour déplaire et permet d'essayer une autre zone de jeu lorsqu'on coince sur un niveau. Visuellement, Escape Goat 2 n'a plus grand chose à voir avec le volet précédent. On a en quelque sorte changé d'époque pour passer d'une esthétique 8 bits à une esthétique 16 bits. On pense ainsi au dernier jeu de plateforme sorti sur Amiga, mais en nettement plus beau et fin, le jeu tournant ici en 1920 par 1080 et bénéficiant d'effets de lumière dynamique inenvisageables au début des années 90. Les animations de notre chèvre sont impeccables et on appréciera en particulier la petite anime lorsqu'elle franchit une porte. Très jolie, la bande originale est une nouvelle fois une belle réussite avec en prime un featuring de l'immense Disasterpeace, responsable du soundtrack de Fez. Le contenu du jeu est tout à fait correct, avec plus d'une centaine de niveaux aux défis et mécaniques de jeu variés. Le duo chèvre-souris fonctionne toujours à merveille, et la courbe de difficulté s'avère très agréable, la carte plus ouverte du jeu étant également là pour faciliter la progression des joueurs. Ceci dit, Escape Goat 2 propose dans ces dernières zones un bon petit challenge, avec des niveaux qui semblent prendre vite dès que l'on y pose le pied, pour obliger le joueur à réagir vite, très vite. Les contrôles sont parfaits, précis et agréables, et l'équilibre puzzle plateforme s'en trouve renforcé.
Escape Goat 2, sans chercher à réinventer le genre ou à jouer la carte cérébrale façon Braid, est un projet dont la modestie affichée ne l'empêchera pas d'intégrer le cercle très fermé des perles indées. Quand même, elle est mimi la petite biquette d'Escape Goat, d'où le rapport avec le nom de mon cochon d'Inde. Bref, revenons au sujet initial, c'est-à-dire le fait que les cochons d'Inde sont complètement oubliés dans notre société. Il n'y en a que pour les chiens, les soi-disant meilleurs amis de l'homme, les chats avec les néco-cafés ou encore les lapins chéris de Sébastien. Et les cochons d'Inde alors? C'est super cool la cochon d'Inde. Par exemple, on pourrait imaginer un concept d'émission comme Kyo no Wanko, mais sur les cochons d'Inde. Du coup, ça s'appellerait Kyo no Molmoto. Ou plutôt pour faire écho au Wanko qui est une appellation mignonne des chiens, on dirait Kyo no Chuko, sachant que Chuko ça représente les petits rongeurs comme les hamsters et les souris, donc je pense que ça peut aller pour un cochon d'Inde. Enfin, le jour où ça existera une émission comme ça, en attendant que ça arrive, on va regarder Retro & Magic sur les jeux dédiés à Jackie Chan. À bientôt 60 ans, Jackie Chan demeure l'un des acteurs asiatiques les plus populaires en Occident. En mélangeant humour, cascade et baston, le chorégraphe chinois a choisi une autre voie que son mentor Bruce Lee. À l'affiche de plus de 150 films, il débuta sa carrière en tant que cascadeur sur La Fureur de vaincre et Opération Dragon. Quelques 20 années plus tard, son statut de star lui permet de devenir le héros de ses propres aventures vidéoludiques. Pour ce Retro & Magic, nous nous concentrerons uniquement sur 2 épisodes console emblématiques. Au début des années 90, Jackie Chan's Action Kung Fu voit le jour sur NES et PC Engine. Les 2 versions, sorties sensiblement au même moment, exploitent à merveille l'architecture de leurs supports respectifs. Le titre, signé Hudson Soft, s'inscrit dans la lignée des jeux de plateforme de l'époque, avec un scénario des plus manichéens. La fiancée de Jackie s'est fait kidnapper par un sorcier maléfique, et le joueur doit tout faire pour la sauver. Pour aider sa dulcinée, le héros peut utiliser ses nombreux talents de maître en arts martiaux. Les coups de poing et coups de pied fusent, et le joueur alterne avec beaucoup de fun les phases de plateforme et d'action. Malgré une légère inertie et quelques soucis de collision, le personnage répond au quart de tour, et les sensations, manette en main, sont excellentes. Une fois l'aventure débutée, on n'a qu'une seule envie, aller au bout. Si les premiers stages ne posent pas de problème, force est de reconnaître que la difficulté est parfois mal dosée. Certains passages sont étonnamment faciles, tandis que d'autres mettent à mal les nerfs. La faute à une absence totale de mots de passe. Heureusement, le jeu ne manque pas d'atouts et propose un panel de mouvements assez large. En chemin, Jackie peut récupérer des bonus, merci les grenouilles, qui lui permettent d'accéder à de nouvelles techniques de combat. Celles-ci, matérialisées en bas de l'écran, sont limitées, mais demeurent très efficaces contre les ennemis. Coups de pied retournés, balayettes, coups de pied sautés, tout y passe. Le spécialiste en arts martiaux peut même décocher un Hadoken en concentrant son énergie, atteignant plusieurs opposants à la fois. Ces facultés sont indispensables pour terminer l'aventure qui offre quelques savoureux moments. En débusquant les clochettes, qui sont parfois bien cachées, le joueur accède à des niveaux bonus octroyant de l'énergie ou des vies supplémentaires. Selon les versions, les objectifs diffèrent. Sauter sur des nuages, ramasser des fruits, éliminer des cibles, atteindre le perfect demeure un vrai challenge. Bien évidemment, le sauvetage de la belle oblige à lutter contre de valeureux boss pouvant prendre différentes formes. Jackie Chan's Action Kung Fu ne réinvente pas le genre, mais le soin apporté à sa production fait qu'on accroche immédiatement. Les environnements sont détaillés, très jolis à regarder, et alternent les passages en extérieur et en intérieur. Montagnes, temples, grottes, cieux, usines, on ne s'ennuie pas une seconde, d'autant que les phases de jeu évoluent. Le joueur devra fuir devant de la lave en fusion, résister au courant d'un torrent, subir un scrolling automatique ou encore avancer prudemment dans la pénombre. Pétrie de qualité, la cartouche peut aussi se targuer de posséder une réalisation stupéfiante. Quel que soit le support choisi, même si la version PC Engine est beaucoup plus fine et détaillée, Jackie Chan's Action Kung Fu propose des sprites énormes, un bestiaire varié, des animations réussies et surtout un humour omniprésent. Les mimiques des protagonistes et leurs attitudes sont très amusantes, s'inscrivant dans la logique super deformed du Chara Design. Les musiques ne sont pas en reste avec des thèmes très rythmés. Là encore, la version NEC profite d'un échantillonnage sonore supérieur et très plaisant.
Mais que les possesseurs de NES se rassurent, cette version est également une totale réussite. Jackie Chan's Action Kung Fu est ce qui se fait de mieux dans le genre action plateforme, et ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme un indispensable de la ludothèque PC Engine. Après s'être essayé à la baston façon Mortal Kombat avec le titre The Kung Fu Master Jackie Chan en arcade, l'acteur participe activement à l'élaboration d'un beat'em up PlayStation. Intitulé Jackie Chan Stunt Master, cette production rappelle des titres comme Double Dragon pour l'univers et Fighting Force pour la technique. Cette fois, Jackie doit venir au secours de son grand-père enlevé par des gangsters. Toute la motion capture, chorégraphie y compris, a été réalisée par la star hongkongaise. Jackie Chan a également prêté sa voix ainsi que son visage qui a été modélisé pour les besoins du jeu. Difficile de faire plus authentique. Sur près de 15 niveaux, Jackie doit démolir des vagues d'ennemis en mettant à profit toutes ses compétences. La palette de mouvements est assez étendue et l'interaction avec l'environnement apporte un grain de folie supplémentaire. Libre au joueur de faire exploser un baril ou de faire tomber des caisses sur les adversaires. À l'instar de Dynamite Cop, le personnage principal peut également s'emparer de divers objets comme un poisson, un balai ou encore un bâton. Jackie peut s'accrocher à la plupart des parois et il peut même s'adonner à l'un de ses mouvements favoris, le rebond sur un mur. Malgré un contenu limité, Jackie Chan Stunt Master est un jeu correct qui aurait juste mérité un peu plus de finition. Le personnage est lent et les environnements, tout comme les ennemis, peinent à se renouveler. Paradoxalement, la lourdeur de l'ensemble permet d'apprécier des animations dignes des films. Très ambitieux, le projet a malheureusement été repoussé plus d'1 an. Le résultat, honorable mais perfectible, laisse pourtant un arrière-goût d'inachevé. Les doublages amusants n'ont pas été traduits et la progression s'avère sans éclat. On ne peut que regretter également l'aspect générique de la réalisation. Les couleurs sont ternes et les environnements manquent d'inspiration. Par ailleurs, les rares effets spéciaux n'exploitent pas le potentiel de la console de Sony et les musiques sont quelconques. Et pourtant, malgré ses nombreux défauts, Jackie Chan Stunt Master reste un jeu étonnamment attachant et fun à découvrir. Les mouvements de caméra, immersifs à souhait, n'y sont pas pour rien. Hey, surprise! Oh, that's gonna hurt in the morning. Depuis l'ère 32 bits, l'acteur s'est fait particulièrement discret sur la scène vidéoludique. On peut imaginer que sa dernière expérience ne l'a pas totalement convaincu. Les ventes n'ont pas été à la hauteur des espérances malgré des critiques assez honorables dans la presse spécialisée de l'époque. Jackie Chan, à l'inverse d'autres acteurs, a en tout cas eu la chance d'être au cœur de productions très correctes. Les fans de la star ont tout pour être comblés. Non mais quand même, ce serait bien un Kyonochuko. J'imagine bien ma petite biquette dedans qui nous montrerait sa petite vie, à manger ses petites graines, son petit foin. D'ailleurs, j'en ai parlé à José et il avait l'air complètement emballé. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'es plutôt posé comme personne et t'avais décidé de pépériser ce week-end? Bah non, il y a plein de trucs à faire et puis en plus il fait beau dehors. Alors t'arrêtes ton ordinateur et tu sors comme tous les jeunes de ton âge. En plus t'allumes la télé et papa veut regarder les infos. Le week-end des 12 et 13 avril à Toulouse, t'as le TGS Spring Break. Comme le contenu américain est de plus en plus présent là-bas, bah c'est le nouveau nom qu'ils ont donné au TGS Ohanami en fait. Mais c'est surtout parce que t'as plus de promesses dans le nom Spring Break. T'as le jus de pomme, t'as l'insouciance, t'as les colliers de perles et les décisions qui te paraissent sans conséquence au début mais que tu regrettes amèrement par la suite. Enfin bref, t'as la fête quoi. Le 12 avril à Colfontaine, en Belgique, bah ouais, on en parle parce que c'est à côté, t'as la 3e édition de Gameplay. Avec Gameplay, t'es sur une convention à base de cosplay, de manga et d'invités de marque, genre Benzaï. Et puis surtout, t'as des trucs rigolos à relever. Déjà, ça se déroule à l'espace Magnum, donc ça c'est rigolo, t'as vu, je t'ai pas menti. Et puis ensuite, c'est estampillé The Place to Be Free pour les enfants de moins d'1 mètre. L'occasion de ressortir ton cosplay d'écolier et de te mettre des baskets au niveau des genoux là. Voilà. Cela, t'as vu, l'effet comique il est exponentiel.
Le 12 avril toujours, mais à Lyon cette fois, t'as la Yuri's Night. Et alors là, attention, parce que c'est piégeux. Non, parce que t'auras pas de ciseaux ni d'arrêt de colombe en plein vol à 2 au ras du sol. Non, c'est un event qui va surtout te parler d'exploration spatiale à base de tables rondes, de débats intersidéral et de jeux vidéo. Bah ouais, Yuri Gagarin, toi aussi, sors de tes mangas. Le même week-end, à Lyon également, t'as une nouvelle édition de la Japan Touch Haru, avec de l'invité à gogo, genre Davy, les noobs de la Team Superplay que tu connais bien, du youtubeur dans tous les sens, des ateliers, des concerts, des interactions éventuelles, et du The Place to be Free pour les kids de moins de 12 piges. Les 12 et 13 avril encore, t'as le festival Hanami à Rouen. Donc du coup, ils en veulent plus à Toulouse, alors c'est Rouen qui récupère, mais c'est pas grave, parce que dedans, t'auras entre autres des démos d'ikebana, de l'origami, de la calligraphie, de la cérémonie du thé, enfin bref, que des trucs que tu fais calmement. Les vendredis 11 et samedi 12 avril à Carros, je sais pas où c'est. Je sais moi, Ah bon, c'est près de là où j'habitais avant. C'est près de là où Alex habitait. Bon ben sache Alex que là-bas... T'auras Carrosse. Carrosse, pardon, alors d'accord. Alors, coupe pas. Les vendredis 11 et samedi 12 avril à Carrosse, à côté de là où habitait Alex, moi je sais pas où c'est. T'as tout d'abord une soirée rétro avec des machines en accès libre, et puis le lendemain, t'as une journée consacrée aux jeux indés, avec les auteurs sur place et de l'accès libre également. Et donc ça, moi je trouve que c'est de la bonne initiative. Les 11, 12 et 13 avril enfin, à Billère, à côté de Pau, t'as un festival BD organisé par l'assos Pichnet qui va te permettre de rencontrer plein d'auteurs et de participer à des ateliers. En plus, c'est estampillé The Place to be Free, donc t'as pas d'excuses. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà massif. Comme d'hab, tu me préviens, moi j'en parle à la télé et du coup on est bonne aise. Ciao. Oui, c'est un grand moment pour No Life, une émission sur les cochons d'Inde. Autant les chats et les chiens, on en avait soupé, mais les cochons d'Inde, les cobayes, les hamsters, et pourquoi pas les chinchillas, ce sont vraiment les animaux de l'avenir. 今日の中高パリ郊外パレゾという町のとあるアパート。ここで暮らしているのが食いしん坊のビケット。ご主人様が台所へ行き冷蔵庫を開け野菜室のアンディーブを取り出す音を聞くと、そうご覧の通り一目散。あっという間に冷蔵庫までやってきます。でもその場では食べずにまたしても一目散で走ります。自分のお家まで運んでむしゃむしゃと美味しいアンディーブをゆっくりと味わうのが幸せだと思うビケットなのでした。Biquette Nano Deshta. Non mais elle est pas trop choupou ma petite Biquette. Surtout la tête qu'elle fait dans le plan final, ça c'est sa tête d'idiot. Donc vous voyez que ce serait génial, une émission dédiée aux cochons d'Inde. Merci Alex pour avoir réalisé mon rêve. Et merci à Suzuka pour la voix off. Sur ce, 100% c'est fini pour aujourd'hui. Demain vous retrouverez Benoît. Et moi je vous dis à jeudi. Et en attendant, je vais me regarder en boucle mon Kyonochuko. Ciao. あなたのいない右側に少しは